Yo les gars, ça dit qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de faire un concept intéressant juste avant de rentrer dans la Coupe du Monde. Qui serait mon Ballon d'Or 2026 si la CDM n'existerait pas? Si Infantino et Trump nous feraient une Tchouaméni Valverde, boum, patate, uppercut, Trump se fâche, annule tout, pas de CDM cette année. Et dans ce cas-ci, qui serait donc le meilleur joueur de la saison? Qui mériterait le Ballon d'Or? Et pour ce faire, j'ai concocté mon top 4 dans l'ordre avec mes critères. Parce que oui, je tiens à le préciser, je sais comment ça fonctionne le Ballon d'Or. Je crois que la plupart d'entre vous aussi, je veux dire, on connaît les critères dominants de France Football, on sait comment les journalistes votent et à la fin de la vidéo, je vous dirai selon moi quel serait le top 4 officiel des journalistes avec la méta actuelle. Mais avant ça, pour mon top 4, déjà je vais vous énumérer vite fait mes critères. Donc moi perso, ce que je regarde, il y a le talent pur, donc le niveau footballistique individuel d'un joueur. Il y a évidemment le palmarès sur la saison, il y a les stats, il y a le taux de participation et la régularité sur la saison, ça on va y revenir après. Il y a les perfs dans les gros matchs et il y a dans une très moindre mesure l'historique du joueur avec sa carrière et tout, mais ça reste secondaire comme critère. Pour le critère du fair play et de la classe d'un joueur, qui est d'ailleurs un critère officiel chez France Football, je ne l'ai pas inclus tout simplement parce que j'estime que tous les prétendants que j'ai mis sont des êtres humains équilibrés mentalement. Évidemment que si Rudiger aurait été dans la liste, je vous aurais dit autre chose. Bref, commençons directement avec la 4e place et j'ai décidé de mettre Kvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens, laissez-moi m'expliquer. Non, ok, plus sérieusement, Kvara 4e, tout simplement parce que je sais qu'il y a toute cette gimmick autour de sa campagne de LDC et je suis d'accord. Pour moi, il a été le meilleur joueur de cette saison à LDC, il n'y a pas de problème. Décisif dans 7 matchs consécutifs en phase d'élimination directe, je crois que c'est un record. Même quand tu regardes à partir des 8e, 9 fois décisif en 8 matchs, en plus du penalty provoqué face à Arsenal en finale, sa campagne et surtout les tours à élimination directe, c'est du top niveau. Par contre, le problème que j'ai, et c'est là que ça va faire grincer des dents chez certains, c'est sa présence et ses performances dans les autres compètes, notamment la Ligue 1. En championnat, Kvara cette saison, c'est seulement 8 buts et 4 passes D. Kvara, c'est aussi que 50% des minutes disputées en championnat cette saison. En temps de jeu, il nous a fait une Neymar, là. Et je sais où certains vont en venir. Oh, mais c'est que la Ligue 1, on s'en bat les couilles, c'est la LDC le plus important. Mais au bout d'un moment, moi, les joueurs temps partiel, ça me gonfle un peu. Je déteste cette manie de juste regarder Champions League. Je veux dire, autant supprimer toutes les autres compètes et venez, on fait une saison à 15-16 matchs. En gros, ça joue que la LDC et basta. Pour moi, le meilleur joueur au monde sur une saison se doit d'être présent en championnat, de performer dans son championnat local, même si c'est le PSG que tu peux te permettre de jouer en déambulateur. On sait que le PSG est 10 fois au-dessus de tout le monde, c'est pas ça le truc. Même si ton équipe est grandement favorite, pour moi, tu dois avoir un certain niveau de performance et de participation. Je veux dire, 50% des minutes ratées en Ligue 1, c'est trop. En plus d'avoir grandement sous-performé niveau stade dans une équipe qui survole son championnat. Pareil pour la Coupe de France, en plus de ne pas la prendre, il a à peine disputé une 60aine de minutes et je comprends que les joueurs clés du PSG, Luis Enrique en profite pour les ménager pour qu'ils arrivent frais en LDC. C'est un edge que le Paris Saint-Germain a par rapport à des équipes de Liga ou de Première Ligue, mais pour moi, il y a quand même un seuil minimum à respecter. Regardez Dembélé, l'année dernière, quand il prend son BO. À titre de comparaison, lui en Ligue 1, c'était 21 buts et 8 passes D. Décisif 29 fois, en plus de sa campagne de LDC qui était excellente et sa Coupe de France remportée dans laquelle il avait contribué, avec 3 buts et 1 passe D en 4 matchs. Ça, c'est une saison pleine. Kvara, lui, cette saison, ce que je retiens, c'est qu'il a été le meilleur joueur de la LDC. Et d'ailleurs, il a reçu le trophée du meilleur joueur de la compète, le trophée du meilleur joueur de la LDC cette saison. Il l'a reçu. C'est totalement mérité, il n'y a pas de souci, mais pour moi, dans ma vision, quand on parle d'un BO, il faut une saison pleine partout et avec un certain seuil de participation et de stats. Néanmoins, je pense quand même qu'il mérite sa place dans le top 4. Kvara, c'est un joueur exceptionnel et il nous l'a remontré cette saison encore. Avec ballon, déjà, c'est un talent incroyable, un tueur dans les moments clés, un très bon dribbleur, un bon passeur, une bonne vision de jeu. Tout ça, on l'avait déjà vu à Naples aussi. Je me rappelle de son duo avec Osimhen. Carrément, ils m'ont fait regarder des matchs de Naples en Serie A à l'époque. Kvara, c'est typiquement l'ailier optimisé qui est clutch dans les moments clés et qui, sans ballon, revient aider en défense, presse énormément et automatiquement, dans les gros matchs, c'est une énorme plus-value dans une équipe. Donc, je crois que c'est un plaisir pour quelconque coach d'avoir ce type de joueur. Mais ouais, au final, cette saison, pour Kvara, c'est 48 matchs, 19 buts et 10 passes D. Attention au nombre de matchs, il y a quand même énormément d'entrées en jeu ou de sorties tôt en Ligue 1, donc en temps effectif, c'est beaucoup moins que 48 matchs. Sinon, pour le palmarès, Super Coupe d'Europe remportée, Trophée des champions remporté, Ligue 1 remporté et bien sûr LDC remporté. La saison prochaine, ce que j'aimerais voir de lui, c'est de le voir réaliser une saison plus complète dans toutes les compétitions, avec un temps de jeu plus important et des meilleures stats, tout en conservant bien sûr son travail sans ballon qui le caractérise si bien. Mais ouais, au final, 4e place pour le Georgien. Pour la 3e place, j'ai hésité, mais j'ai décidé de mettre Yamal. Je sais que ça peut être controversé chez certains, mais je vais vous expliquer. Déjà, avant toute chose, je vais vous donner ses stats. Yamal, cette saison, c'est 45 matchs, 24 buts et 17 passes D, donc décisif 41 fois. Niveau palmarès, c'est une Super Coupe d'Espagne et une Liga remportée. Maintenant, je mets Yamal top 3. Déjà, il faut mentionner que pour moi, c'est sa meilleure saison individuelle. Je la mets même un peu au-dessus de la saison dernière. Il a aussi été plus décisif, plus clinique. C'était d'ailleurs une petite critique qui revenait autour de lui l'année dernière. Et quelque chose qui est important de mentionner quand on parle de Yamal, c'est obligatoirement
obligatoirement son niveau individuel, son talent pur et comment il l'affiche sur le terrain. Non, Yamal n'a pas les meilleurs stats, il n'a pas non plus le meilleur palmarès cette saison, mais en termes de niveau proposé sur le terrain, pour les gens qui suivent le Barça régulièrement et dans toutes les compètes, c'est le meilleur joueur au monde si on parle juste de l'aspect foot, ni de l'aspect terrain. Son toucher de balle, sa vision, ses passes, ses gestes, et en maintenant une régularité impressionnante parce qu'il y a des joueurs qui ont des glimpses, comme on dit en anglais, donc des actions de grande classe mais de façon très irrégulière, mais Yamal, lui, il est extrêmement constant. J'ai vu tous ses matchs cette saison et vraiment des mauvais matchs de sa part, ça se compte à peine sur les doigts d'une main. Et je suis désolé, mais l'aspect talent footballistique va toujours avoir un impact important et Dieu merci. Dieu merci que le foot, c'est pas qu'un tableau Excel dans lequel on consulte les stats, on consulte les trophées et basta, on donne le ballon d'or. Les gros talents uniques comme les Neymar, Messi, Yamal, c'est des génies du foot qui ont ce edge. Regardez juste l'année dernière. Plein de personnes voyaient Dembélé ballon d'or à 100% et au final, les votes nous ont démontré que Yamal était pas loin derrière. Malgré le fait que Dembélé ait réalisé une très grosse saison avec une LDC en plus, la première dans l'histoire du PSG, mais pourquoi? Parce que Yamal a ce talent unique qui aura toujours un impact particulier aux yeux des gens. C'est comme ça. À l'image d'un Messi qui aura marqué la planète foot par un talent inexplicable. Bien évidemment que ça avait son poids lors de certains BO. Je pense par exemple à celui de 2019 où Van Dijk passe tout près de le prendre, mais Messi, il était tellement choquant. Pour les gens qui ont la rêve, je vais vous mettre une photo du maillot de cette saison-là, mais Messi, en termes de niveau individuel, il était dans sa propre planète. Je dis pas que Yamal a atteint ce niveau-là, évidemment que non, mais dans une génération où il n'y a plus les Messi, CR7, Neymar, Modric, etc., Yamal, il ressort énormément à côté des Mobutu, Haaland, Vini, et c'est pas pour leur manquer de respect, c'est des joueurs de classe mondiale, mais en termes de niveau footballistique individuel, Yamal se détache des autres actuellement. Je sais que ça va pas plaire à certains, chacun son avis, mais moi le foot, je le regarde pas qu'à travers les stats et les trophées, même si évidemment que c'est très important aussi. Après, il prend quand même une Super Coupe et surtout une Liga. En LDC, ils sortent encore, mais encore, la perte de Yamal aller-retour contre l'Atleti, c'est tout simplement exceptionnel. Les passes, les dribbles dans des 5 mètres carrés. Simeone qui a mobilisé le SWAT complet juste sur lui, il arrivait quand même à se sortir de situations compliquées et à créer la majorité des occasions du Barça. Néanmoins, je peux pas le mettre plus haut parce que pour moi, le Barça, et c'est pas de sa faute, mais se devait d'aller au minimum en demi avec leur côté de tableau, donc il y a une grosse déception. Pas de Copa del Rey remporté non plus aussi, et malheureusement, Yamal s'est blessé en fin de saison, donc il a quand même raté certains matchs, dont le match contre le Real pour le titre, qui aurait pu nous donner 2-3 images sympas. Donc ouais, 3e place pour la mine. Pour la 2e place, le contender, si on peut appeler ça un contender, parce que pour moi, il n'y a pas de débat sur la première place, mais j'ai décidé de mettre en 2e position Michael Olise, l'homme nonchalant. Le joueur qui a véritablement explosé cette saison aux yeux du grand public, parce que pour les gens qui savent, Olise, déjà l'année dernière, avait réalisé une très bonne première saison au Bayern, qui lui a d'ailleurs valu une première convocation en EDF. Et même avant ça, à Palace, pour mes suiveurs de PL, c'est un ailier qui faisait déjà parler de lui là-bas. Je me rappelle de son trio avec Mateta et Eze. Mais ouais, Olise, cette saison, a définitivement atteint un nouveau palier. Je veux dire, Théma, cette saison, c'est 22 buts et 26 passes D, décisif 48 fois. Il prend la Super Coupe d'Allemagne, la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, donc il rafle tout sur le plan national en étant décisif et régulier. Aucune blessure non plus cette saison, il a été totalement disponible. Je trouve qu'il a vraiment step up en termes de niveau individuel. Bon, on sait qu'en termes de talent, Olise, c'est quelque chose, mais là, j'ai senti qu'il a vraiment développé certains aspects de son jeu. Que ce soit sur la diversité de ses dribbles, je le trouve beaucoup plus imprévisible, ses frappes. C'est aussi un mec qui court énormément sans ballon. On parle souvent de Kvara comme étant un ailier travailleur, mais Olise, il est un peu dans cette catégorie aussi. C'est un mec qui répète les efforts, qui répète les pressings, en plus de rester lucide sans ballon. C'est pas pour rien qu'il est évalué à 150 millions par Transfer Market. Même si je sais que Transfer Market, c'est pas un gage de vérité absolue, mais quand même. Le fait qu'il fasse partie des joueurs les plus chers à l'heure actuelle s'en dit beaucoup. Il a aussi eu des grosses perfs dans des gros matchs de LDC. On peut penser à la double confrontation contre le Real en quart, au match aller contre Paris en demi, match aller contre l'Atalanta en 8e, il leur a fait du sale la vérité. Je veux dire, sa campagne de LDC au global est très bonne. 5 buts, 6 passes D et dans le jeu avec et sans ballon, il a été l'un des tout meilleurs joueurs cette saison. Mention à ses 26 passes D, ce qui fait de lui le meilleur passeur décisif en Europe, toutes compétitions confondues. Je crois même qu'à un moment, c'était réalisable pour lui d'atteindre le record de 30 ou 31 passes D de Messi en 2012, si je me trompe pas. Mais ouais, quand on regarde les critères que je mentionnais, le niveau individuel, le palmarès, la régularité, le taux de participation, les stats, il coche énormément de cases. Il fait triplé national, plus demi de LDC, plus régularité tout au long de la saison. Pour moi, je le mets 2e. Et là, le moment tant attendu, le Ballon d'Or fictif. Qui devrait être le Ballon d'Or 2026 selon moi si la Coupe du Monde n'existerait pas? Et j'appelle le nom d'Harry Kane, frère, de Monsieur Harry Kane. En vrai, j'espère qu'il y en a qui seront d'accord que vous soyez sub du PSG, du Barça, du Real, de Châteauroux. Les gars, je suis désolé, mais Kane pour moi, si cet été il y aurait rien, pas de CDM, pas de compète, vacances pour tous les joueurs, cérémonie du BO en octobre prochain, mais c'est Kane qui devrait l'avoir. Kane cette saison, préparez-vous, c'est 51 matchs, 61 buts et 7 passes D. Décisif 68 fois cette saison avec le Bayern. Comme Olise, il fait triplé national et c'est surtout l'élément clé dans chacun des 3 trophées remportés. Meilleur buteur en Bundesliga de très loin, meilleur buteur en Coupe d'Allemagne de très loin, buteur en finale de Super
Supercoupe d'Allemagne. Et les gars, je sais qu'en Allemagne, le Bayern est au-dessus du lot, que c'est un rouleau compresseur, mais faut pas non plus discréditer la perf. Je vous jure que si Dembélé ou Kvara en Ligue 1 et en Coupe de France, ils auraient fait les mêmes perfs que ce que Kane a fait en Allemagne, je vous aurais dit la même chose. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Moi, ce que je vois, c'est un mec de 32 ans, bientôt 33, qui a disputé 100% des minutes possibles en Coupe d'Allemagne en Supercoupe, un mec qui a disputé près de 80% des minutes possibles en Bundesliga, son championnat local, qui est resté compétitif en LDC jusqu'à la toute fin, un mec qui, week-end après week-end, a démontré à tous les fans de foot pourquoi il était le meilleur numéro 9 au monde et même l'un des meilleurs de sa génération en vrai. Parce que Kane, c'est pas que des stats. Oui, ses stats sont ahurissantes, mais dans le jeu aussi. Je me rappelle d'un classiqueur que j'ai regardé cette année, il a posé l'une des plus belles masterclass que j'ai vues de la part d'un neuf dans l'ère moderne. Et je suis très sérieux. Pour les gens qui n'ont pas vu le match, c'est sûr qu'il y a les highlights de sa perf sur YouTube, mais vraiment, c'était trop. Un coup, tu le voyais jouer en 9, après tu le voyais décrocher en 6, ensuite en 8, ensuite sur l'aile gauche, des transversales millimétrées, des passes qui cassent des lignes, des sorties de pressing. Bref, c'était la totale. Et en plus, je crois qu'il a marqué aussi, mais je me rappelle, j'étais choqué, gros. Il était partout sur le terrain. J'avais peur qu'à un moment, je le voie devant chez moi. Vraiment, sur le plan des compétitions nationales, il a été le meilleur joueur en terre allemande. Même quand on parle de LDC, Kane cette saison, c'est 14 buts et 2 passes D en 13 matchs. Deuxième meilleur buteur juste derrière Mobutu. Et là où il m'a fait plaisir, Kane cette année, c'est dans les tours à élimination directe, là où on l'attend le plus. Parce que Kane, il avait un peu ce syndrome d'Ibrahimovic où dans certains gros matchs, il nous mettait son meilleur cosplay de Casper le fantôme. Mais cette année, c'est tout simplement exceptionnel. Il a été décisif dans toutes les rencontres à élimination directe en LDC qu'il a disputées. Match retour contre l'Atalanta, match aller contre le Real, match retour contre le Real, match aller contre le PSG, match retour contre le PSG, je veux dire, c'est n'importe quoi. Or, son doublé contre l'Atalanta au match retour, tous les autres buts ont été hyper importants. C'est trop. Pour moi, c'est lui qui mérite. Et d'ailleurs, je suis allé voir par la suite, même à l'heure actuelle, il est considéré comme le favori pour prendre le BO avec une certaine distance. Même si les bookmakers anticipent la CDM et que l'Angleterre est l'une des favorites, mais quand même. Je vous jure, j'ai l'impression que certains ne s'en rendent pas compte de la saison qui vient de pondre, dans le sens où Kane, ça fait des années qu'il claque ses 30, 35, quasi 40 buts par saison. Donc dans la tête des gens, Kane, c'est juste un très bon buteur prolifique et c'est tout. En plus, il y en a beaucoup qui regardent pas ses matchs parce que la Bundes n'est pas autant suivie que la Liga, la PL ou les matchs du PSG. Donc il y en a beaucoup qui voient pas le contenu de ses matchs sur une base régulière. Mais pour moi, il combine tout. Le niveau footballistique, le palmarès, avec le triplé national plus la demi de LDC, les stats, évidemment, meilleur buteur d'Europe, un taux de participation et de régularité tout simplement exceptionnel. Il coche même la fameuse case de l'historique parce que Kane, ça fait une décennie qu'il plante. Une décennie qui fait constamment partie des meilleurs buteurs en Europe. Pour moi, si la CDM n'aurait pas eu lieu, le Ballon d'Or aurait dû lui revenir à 100%. Après, je dis ça, mais il a encore la chance de le prendre, tout dépendant de ce que l'Angleterre va faire. Mais oui, si la CDM n'existerait pas, pour moi, c'est Kane le gagnant à 100%. Pour moi, il n'y a juste pas de débat. Sinon, j'ai quand même 2-3 mentions honorables vite fait. Déjà, Dembélé, un sujet qui fâche. On connaît la gimmick, Ousmane Ballon d'Or, tout ça, mais cette année, pour moi, il n'a pas été le meilleur joueur en LDC de son équipe. Il a été excellent, mais Kvara a été au-dessus. En Ligue 1, il n'a pas été le meilleur joueur du PSG, même si c'est lui qui a reçu le trophée UNFP. Mais bon, on connaît, c'est le blaze et tout. C'est pas lui qui méritait. Les gars, Dembélé, il a à peine joué 30% des minutes possibles en Ligue 1 cette saison. On dirait moi quand il y avait cours de chimie, frère. C'est pire qu'un temps partiel. Néanmoins, ça reste une bonne saison, mais clairement pas assez pour mon top 4. Sinon, mention pour Declan Rice, plaque tournante d'Arsenal. Sans lui, Arsenal ne va pas chercher la PL, clairement, je vous le garantis. Et il y a aussi Vitinha que j'aimerais mentionner. Ça parle moins de lui quand on compare à la saison dernière, mais pour moi, il a fait une belle saison, présent partout, toujours aussi important pour le PSG, et il commence à vraiment empiler les bonnes saisons. Depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est 3 saisons de très grande qualité de sa part, donc ouais. Même si je l'ai quand même trouvé légèrement en dessous par rapport à l'année dernière, mais son année est très bonne. Vas-y, si vous voulez, je peux vous donner le top 4 officiel qu'il y aurait eu selon les critères de France Football et les journalistes. Je pense qu'un classement réaliste aurait été Kane en 1, Dembélé en 2, Yamal en 3, Kvara en 4. En gros, la médiatisation et le lobbying autour de Dembélé, elle est très grande, donc je crois qu'il aurait été devant Kvara. Yamal, je crois que les journalistes à travers le monde ont une grande estime pour lui, comme j'en ai parlé plus tôt, donc il n'est pas obligé de prendre la LDC pour faire des top 3. Et je crois que mécaniquement, le partage de vote entre Kvara, Dembélé, peut-être Vitinha un peu, ça permettrait à Yamal de se hisser à la 3e place et Kvara en 4e logiquement. Je crois que même si certains font une propagande avec comment le BO fonctionne, il n'aurait pas eu le même lobbying et la même estime aux yeux des votants. Et ouais, pour pas oublier Kane premier qui profiterait du partage de vote entre les Parisiens, en plus d'avoir des stats clinquantes, les plus clinquantes en Europe, et un nom qui résonne depuis une décennie maintenant. Je crois qu'il y aurait eu un très bon lobbying aussi, donc ouais. Je sais que ça peut choquer parce que le PSG, c'est eux qui ont pris la LDC, mais le truc avec le PSG cette saison, c'est que le succès en LDC n'a pas été complété par certains joueurs dans les autres compètes. Donc au final, ils ont des stats assez mid quand tu regardes toutes compétitions confondues. Et ça, c'est très regardé chez les votants. C'est pas comme un Dembélé encore une fois l'année dernière qui avait des très bonnes stats parce qu'il statait en Ligue 1, il statait en Coupe de France, donc ouais. Bref, dans tous les cas, c'était mon top 4. Je tenais à donner ma vision, mon point de vue, parce que j'aime pas trop comment le BO est jugé aujourd'hui. Du moment où je vois que dans le passé, il y a eu des journalistes qui ont voté Jorginho Ballon d'Or, je crois qu'on a compris que la bouteille de Jack Daniel ne devait pas être trop loin du comptoir chez certains. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Les Parisiens, venez, venez, venez. Non, je rigole.
N'hésitez pas à me balancer votre top 4, vos critères, vos raisons. Ça m'intéresse de savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.